Bonjour et bienvenue. Dans le premier Paléobio, on s'est intéressé au génie de William Buckland. Lien dans la vidéo à la fin de celle-ci. Pour ce deuxième épisode de Paléobio, je vous propose qu'on s'intéresse cette fois-ci à une femme. Et pas n'importe quelle femme puisqu'il s'agit de LA figure féminine du XVIIIe siècle en paléontologie. On va pas tourner autour du pot, vous avez lu le titre de la vidéo, il s'agit bien sûr de la collectionneuse et de la marchande de fossiles, Mary Anning. Mary Anning est née le 21 mai 1799 à Lyme Regis, dans le Dorset, au sud de l'Angleterre. Ses parents sont Richard Anning, un ébéniste, et Mary Molly Moore, plus couramment appelée par son deuxième prénom, Molly. Richard et Molly auront en tout une dizaine d'enfants, mais seule Mary et son frère cadet Joseph vont survivre. Oui, la mortalité infantile à l'époque était très importante, surtout en raison des maladies et de l'extrême pauvreté. Le 19 août 1800, Mary a à peine 1 an quand elle est frappée par la foudre avec sa nounou. Ça commence bien. Cette dernière était sous un orme en compagnie de 2 autres femmes et du bébé évidemment, et ils observaient un spectacle équestre quand tout d'un coup un orage arrive et la foudre s'abat sur l'arbre. Les 3 femmes vont mourir sur le coup, mais les témoins de la scène vont réussir à sauver le bébé. Et la légende voudrait que cet incident ait donné justement l'éclair de génie à Mary Anning. Bon bref. Une intelligence qui ne pourra pas faire ses preuves tout de suite, puisque en tant qu'enfant pauvre, elle doit travailler. Puis le travail des enfants c'était légal à l'époque, il n'y a pas qu'en Chine que ça se faisait. Et sa seule éducation se fera à l'école du dimanche. Comme son nom l'indique, les écoles du dimanche ont été mises en place à partir de 1780 en Angleterre, afin que les enfants issus de milieux si pauvres on peut dire quand même, oui c'est des pouilleux, puissent recevoir un minimum d'éducation, lire et écrire, compter par exemple. À la fin du XVIIIe siècle, Lyme Regis devient une station balnéaire, et la famille Anning va en profiter en vendant des curiosités locales aux membres de la classe aisée. Les curiosités locales étant justement des ammonites, qui s'appellent les serpents de pierre, et des bélémites, des griffes du diable, le tout étant vendu à l'époque juste comme des souvenirs. Le littoral du Dorset et l'est du Devon, classé aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001 maintenant, est en effet un riche gisement fossile du Mésozoïque, c'est-à-dire du Trias, du Jurassique et du Crétacé. Ces terrains friables et ces falaises, sujets aux éboulements fréquents, révèlent un riche patrimoine géologique. La chance a voulu pour Mary Anning que le Dorset soit l'un des gisements, si ce n'est pas le gisement, le plus riche de Grande-Bretagne. Mary et Joseph vont donc accompagner très souvent leur père dans cette chasse aux fossiles, jusqu'en novembre 1810, Marie a alors 11 ans quand son père est emporté par la tuberculose. Et la vente de fossiles, qui leur servait à arrondir leur fin de mois, va devenir leur unique et seule source de revenus. Et quelques mois seulement après ce drame, Mary et Joseph vont découvrir le corps d'un ichthyosaure. Enfin, Joseph va d'abord découvrir la tête et ensuite Mary va découvrir le corps. Le fossile sera vendu pour la somme dérisoire de 23 livres, ce qui représente 60 € aujourd'hui. Mais il va susciter un très vif intérêt. À l'époque, la société se base encore sur les récits bibliques pour expliquer l'apparition des espèces par une création divine, et estime l'âge de la Terre à quelques milliers d'années tout au plus. L'animal n'est ni un poisson ni un mammifère, même s'il ressemble beaucoup au dauphin, mais est en réalité un reptile dont l'ancêtre devait ressembler à quelque chose comme un lézard. La famille va commencer à connaître une certaine notoriété parmi les grands collectionneurs, et même les scientifiques qui commencent à s'intéresser à leur découverte. Mais en 1820, alors que les Anning n'ont rien découvert de grandiose depuis un an, ce qui va les plonger dans une extrême pauvreté, un riche collectionneur du nom de Thomas James Birch va mettre aux enchères quelques pièces qu'il avait achetées aux Anning et leur reverser toute la somme. L'histoire ne se souvient pas de la somme récoltée, mais en revanche, cela va permettre aux Anning d'avoir pour la première fois une situation financière plus stable. Et durant l'hiver 1820-1821, les Anning vont découvrir ce qui est le premier squelette de plésiosaure. Ces restes vont être décrits comme celui d'un Plesiosaurus dolichoderus, un nom qui est toujours valide aujourd'hui. En 1823, Mary va découvrir un second squelette de plésiosaure, bien plus complet cette fois-ci. Mais en 1824, l'idée d'un animal avec 35 vertèbres cervicales va poser quelques problèmes, notamment auprès d'un célèbre scientifique et père de la paléontologie, George Cuvier. La suspicion de fraude va donner lieu à une réunion exceptionnelle de la Geological Society, mais les suspicions vont très vite s'évanouir et Cuvier va également s'admettre très rapidement qu'il s'était trompé. La même année, Mary suggère à Buckland que quelques pierres qu'elle lui a envoyées
pourraient être ce qu'il va appeler plus tard des coprolites. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous renvoie au premier paléobio consacré à Buckland. En 1825, Mary a 26 ans, son frère devient tapissier et elle se met donc à gérer toute seule l'affaire familiale. Et elle se débrouille très bien puisque un an plus tard, elle a suffisamment d'économies pour ouvrir un petit local, le Hennings Fossil Depot. En 1828, Mary Henning découvre ce qui semble être un poisson, d'abord décrit sous le nom de Dapedium polytum, mais en 1829, William Buckland va comprendre qu'il ne s'agit pas d'un poisson, mais du premier reste de ptérosaure conservé sur le sol britannique. Il lui donnera le nom de Pterodactylus macronix, plus tard baptisé Dimorphodon macronix par Sir Richard Owen. C'était quoi ça ? En 1830, Mary Henning a 31 ans quand elle découvre encore un squelette de plésiosaure, Plesiosaurus macrocephalus. Et malgré les conditions économiques difficiles de l'époque, cette fois-ci, elle arrive à vendre le fossile près de 200 livres, soit près de 500 €. Ce qui était une belle somme à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, un squelette complet de plésiosaure, ça peut monter facile à 10 000 €. Voilà. En octobre 1833, elle échappe de peu à la mort avec un glissement de terrain. Elle s'en sort indemne, mais elle perd son petit compagnon à quatre pattes. Trey. Elle s'éteint le 9 mars 1847 à l'âge seulement de 47 ans, emportée par un cancer du sein. Elle avait perdu sa mère 5 ans plus tôt et repose encore aujourd'hui aux côtés de son frère, qui disparaît 2 ans plus tard, à l'église Saint-Michel de Lyme Regis. Même si elle bénéficie de quelques coups de chance en venant au monde au milieu d'un des plus grands gisements paléontologiques du monde, à une époque où la paléontologie est toute naissance et réclame énormément de matériel, il faut se souvenir que la première femme paléontologue est quand même à la base une fille d'ébéniste sans grande éducation qui va côtoyer les plus grands scientifiques de son temps, à une époque où en France la femme n'a même pas le droit de passer le bac. Force le respect. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez dès à présent voir ou revoir le premier paléobio juste là, ou la vidéo de la semaine dernière juste ici. Comme d'habitude, j'attends avec impatience vos retours dans les commentaires. Si c'est pas fait, vous pouvez vous abonner. Je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Tipeee. Et pour les autres, je vous dis à dans 2 semaines. Joyeux Noël. Ciao.